La France connaît aussi ce phénomène, ces jeunes embrigadés, partis combattre en Syrie. Nicolas il est parti en mars 2013 en Syrie. Au début, il était du côté d'Alep avec son petit frère. Et quand son frère est mort, quelque temps après, il est parti du côté de Homs. Je dis toujours du côté parce que j'ai jamais su où c'était exactement. Enfin, il ne pouvait pas le dire aussi, peut-être. Je suis Dominique Boss, je suis concernée par le départ des jeunes en Syrie, puisque mon fils et son demi-frère sont partis en 2013 en Syrie. Vous vous rappelez après aussi? On verra. J'ai décidé de ne pas rester à rien faire. J'ai créé l'association Si rien ne bouge, agissons. Ah Voilà. oui, c'est là. Vous savez, j'étais arrivée de l'autre côté. Voilà, c'est pour ça. Pour venir en aide et regrouper les familles et pour faire de la sensibilisation au niveau de la jeunesse, pour éviter que nos gosses y crèvent là-bas, tout simplement. Là où on voit, là, c'est un institut privé musulman. C'est un cadre scolaire. Combien sont-ils de jeunes Français partis faire le djihad, la guerre sainte? Sur les 2000 jeunes Européens qui sont ou ont été en Syrie, 700 viennent de l'Hexagone. Je ne m'attendais pas à la conversion de mon fils, puisqu'on n'avait jamais parlé de religion, jusqu'au jour où il m'a annoncé sa conversion à l'islam. Donc, j'ai pas bien compris sur le moment. Je l'ai mal pris, je le dis, je suis honnête. Parce que je ne comprenais pas pourquoi cette religion, alors qu'on ne la connaissait pas, c'est vrai. Bonjour madame. Bonjour monsieur, ça va? Casa, surveillant. Je vous installe là? Oui. Mais bon, j'ai senti quand même un mieux sur lui, une sagesse, ben, il était tout dans la spiritualité, il lisait beaucoup le Coran. Ma foi, j'ai dit pourquoi pas, hein, cette religion ou une autre. Dès l'instant que lui va bien, je m'en fiche quoi. Voilà. Prendre un café? Avec plaisir. Tu veux un café? Je veux bien. Un thé? Moi, j'avais un fils qui était déjà assez prude. Hein, quand sa sœur avait un décolleté, ah, mais va te rhabiller, même chez elle, quand il la voyait, maintenant, tu vas pas t'habiller comme ça. Donc, ça faisait conflit. Donc, déjà, il avait ça dans sa tête. Et le fait aussi de se convertir à l'islam, donc, c'était des filles voilées. Lui, il voulait une fille vierge, il voulait une fille pure, quoi. Bon. Des fois, je lui disais, c'est pas parce qu'elle est pas vierge qu'elle est pas bien. Ouais. Là, il acceptait plus. Voilà. Là, on avait des discussions un peu houleuses entre nous, mais bon. Je dois vous dire que c'est ma première expérience avec des élèves. Et alors là, c'est jackpot parce que c'est des élèves musulmans. Alors, refus de toutes les écoles laïques, sauf par refus d'ici. Donc je me dis quand même, il y a de quoi faire, quoi. Ouais. Mais bon, c'est vraiment très difficile à être écouté. Et les gouvernements, il faudra qu'ils cèdent hein, et qu'ils nous écoutent. Mais normalement, ils doivent déjà s'en rendre compte. Hein. Mais oui, mais bien sûr qu'ils s'en rendent compte. Mais Ils se voilent la face. voilà. Hein. Ah ben, on va monter un centre de déradicalisation. Alors c'est un terme que je ne supporte plus. Ça veut rien dire en fait. Hein. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne. Comment font les entreprises face à la radicalisation de certains de leurs salariés? On a assisté à des effets de radicalisation. 617 cas de possible radicalisation. La radicalisation ne se fait quasiment jamais en solitaire. Radicalisation, c'est un terme à la mode. Hein. Ouais, moi je dirais plutôt enrôlement, endoctrinement. C'est bon? Donc on va commencer, Inch'Allah. Et surtout, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas un film. C'est des questions qui vous concernent. C'est très important pour vous et pour nous aussi. Je vous demande encore du silence. À quel âge s'est-il converti? Alors il s'est converti, il avait 25 ans. Voilà. Il dénonçait tout ce qui se passe en Palestine, la faim dans le monde, le régime de Bachar el-Assad. Il disait que c'était pas possible de tuer autant de gens. La société actuellement comme elle est ne lui convenait pas non plus.
une société n'a pas du gain, le profit. Inès ? Avant de se convertir, il fréquentait des djihadistes. Je crois qu'ils ne savaient même pas qu'il y en avait. Maintenant, on est beaucoup plus informés, on parle des djihadistes, on parle de tout ça. Mais quand eux, ils sont partis, on n'en parlait pas forcément. Donc non, je pense pas. Voilà. J'ai essayé de le canaliser en lui disant bah, écoute, c'est pas toi, Nicolas Bos, qui va refaire le monde. Il faut que tout le monde soit uni, justement, qu'il y ait une force pour combattre tout ce qui se passe. Mais toi, tu n'y arriveras pas. Il était déjà bien, je pense. Le cerveau avait travaillé dans le mauvais sens. Pourquoi il est parti en Syrie? Parce qu'on avait le cerveau, surtout. En prétextant la religion de l'islam, justement. C'est pas au niveau de la conversion à l'islam, puisqu'il est resté un certain temps quand même tranquille, si on peut dire, quoi, pratiquer sa religion comme un musulman. Après, son petit frère est venu à Toulouse, et bon, plus jeune que lui quand même, 21 ans, ils avaient 8-9 ans d'écart. Et puis bon, avec son petit frère, je sais qu'ils ont regardé pas mal de vidéos sur les Moudjahidines, enfin bref. Moi, j'étais pas là pour le voir, ils étaient chez la grand-mère. Ils n'avaient aucune connaissance de la religion de l'islam. Et ce qui est dommage, c'est qu'il est tombé sur les mauvaises personnes. Et peut-être que des personnes lui auraient expliqué ce qu'est la vraie religion, il serait peut-être pas parti. C'est vrai qu'il y avait des signes au niveau vestimentaire. Hein, des signes aussi, la barbe, se laisser pousser la barbe. Bon, moi, mon fils, il était blondiné, il avait une barbe qui partait en vrac dans tous les sens, mais qui poussait pas. Donc, des fois, je disais, mais bon, ça, arrange-toi la barbe, fais-la propre et tout ça. Une fois, j'ai réussi à lui faire tailler la barbe, mais quand j'ai tenté une deuxième fois, il m'a dit non, parce que dans la religion de l'islam, le prophète a dit qu'il ne fallait pas se couper la barbe. Là, laisse tomber, c'est pas la peine d'insister. Si dans votre entourage de copains, par exemple, vous sentez qu'il y en a un qui est un peu à la dérive, vous allez vers lui ou vers elle pour le sortir de là. Il y avait la tenue vestimentaire, donc c'est la djellaba, c'est ça. Bon, j'appréciais pas vraiment, donc je lui avais dit, écoute, je te demande d'arriver en tenue normale. C'est encore bon, faut pas faire de... Hein. Donc il avait trouvé l'astuce, il mettait des joggings un petit peu grands, il mettait sa djellaba à l'intérieur, et il arrivait à la maison, voilà. Bon, ces signes sont réducteurs parce qu'en fait, ça ne veut rien dire. Comme une fille qui se voile, c'est pas parce qu'elle va se voiler qu'elle va partir en Syrie. Hein, Que ce soit peut-être pas vous, parce que vous avez dit que vous n'avez pas une mauvaise image des musulmans, mais d'autres personnes. Et je pense qu'ils nous voient comme des monstres, on va dire. C'est quoi notre part de responsabilité? Oui, mais c'est des gens qui sont pas intelligents, quoi. C'est comme moi, sur Facebook, par exemple, quand on dit que ce gamin il est parti en Syrie, il a qu'à crever là-bas, de toute façon c'est un terroriste. Quand vous lisez ça, ça vous fait mal au ventre. En fait, c'était juste période dure, et c'est ça. Ils ont été victimes, c'est tout. Et nous, les parents, on est victimes aussi. Parce que comme il vient juste de se reconvertir, il ne connaît pas forcément, et c'est là justement où... Il leur montre, il leur dit c'est ça, alors que rien à voir. En fait, c'est une emprise mentale, je dirais. C'est ça. C'est ça. Les discours qui tiennent, c'est pour dire, tu vois, tu es dans un pays où tu n'es pas compris, même ta famille ne te comprend pas. Tu vois, ce qui fait Bachar à son peuple, il faut que tu viennes. De toute façon, là, il te protégera. Et puis, bon, la mort, c'est pas grave, c'est le paradis qui compte. Enfin, c'est tout un système bien travaillé de la part de l'État islamique, et c'est sûr, qui fait tomber ces jeunes sensibles dans le panneau. Ensuite, comment on a pu lui retourner le cerveau, ça, je ne sais pas par qui. Stop djihadisme. Une musique inquiétante sur un réseau social. Vous avez peut-être vu ce slogan et la vidéo qui va avec sur Internet. Dans sa communication, le gouvernement présente sa production comme une vidéo choc. Un corps jeté dans le vide. Ils te disent « Sacrifie-toi à nos côtés, tu défendras une juste cause ». En réalité, tu découvriras l'enfer sur terre et mourras seul, loin de chez toi. Le message peut-il être entendu ?
Je sentais un peu des propos radicaux qui m'ont pas plu, hein, donc j'ai averti les services de police, soi-disant ils l'auraient surveillé quelque temps, et ils m'ont dit: «Écoutez, on n'a rien à lui reprocher, donc bon, tout va bien quoi», voilà. Et puis quelque temps après, il est parti. Et puis quand il est parti, on m'a dit: «Ah bah, il était majeur». Ouais, bah, la vie est belle, tout va bien. Mais il Ah n'est oui, pas oui, parti oui. du jour au lendemain sans donner Ah aucune si, il est nouvelle. parti du jour au lendemain sans me le dire, hein. De toute façon, tous les jeunes qui partent en Syrie, ils le disent pas aux parents, Oui. hein, Mais comment vous avez appris? sinon, les parents, ils les retiennent, hein, ça c'est clair, quoi. Ils avaient prétexté un voyage en Thaïlande, quand même, hein, rien à voir, hein. Oui, mais pas ça, Rien quand à même. voir. Et donc, justement, il a choisi un moment où je n'étais pas à Toulouse. J'étais allée voir ma soeur dans l'Est pour partir, mais c'était déjà préparé. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup. Allez, bonne continuation. Merci à vous aussi. Merci d'avoir prolongé la discussion. Avec plaisir. Bon, vous n'allez pas vous faire gronder. Non, pas du tout. Bon, mais ça va alors. J'arrivais quand même à l'avoir régulièrement au téléphone. Quand le réseau le permettait aussi, hein, parce que pour avoir la Syrie, c'était pas évident. Au fil du temps, ben, même des fois, je me demandais ce que j'allais lui raconter, quoi, parce que je savais plus. Je voulais pas non plus l'engueuler. Donc les questions banales, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais, ben, je mange bien, t'inquiète pas, tu veux pas t'imaginer comme c'est beau la Syrie, et puis les frères avec moi, j'ai jamais trouvé autant d'amitié qu'avec eux. Dis donc, bon, d'accord. Une fois, il m'a même fait entendre les bombardements de Bachar au téléphone. On aurait dit que c'était là, quoi. Mais j'ai dit, mais barre-toi de là, quoi. Il me dit, je suis pas à côté, hein. Ça résonne incroyable, quoi, les bombardements. Nicolas, déjà, il avait dit à son père qu'il ne reviendrait pas. Donc, je le savais. Ouais, ben, une journée bien remplie, hein. L'après-midi. Je lui ai même pas demandé s'il voulait revenir. Je lui ai juste dit que moi, je voulais le voir. Et que j'irais en Turquie s'il pouvait se rendre à la frontière pour le voir, quoi. Et il m'a dit c'est trop dangereux de sortir de la Syrie. Déjà en 2013, c'était trop dangereux. Il m'a dit c'est comme si je mettais une ceinture d'explosifs si j'essaie de partir. J'ai dit écoute, essaye quand même, je voudrais te voir quand même. Enfin, je fais le voyage s'il faut, quoi. Puis bon, je l'ai jamais fait, quoi. Il est mort du côté de Homs. On n'a pas de corps, on n'a rien. Ils ne veulent pas nous donner un acte de décès ici. Eh ben, moi, j'irai prendre de la terre de Syrie. C'est comme s'il avait été incinéré. Voilà, je la poserai là et ce sera le lien avec lui. Arte Radio. Disons, c'est une finalité, voilà. Tout ce que je fais depuis le début, ben, c'est tous les jours Nicolas, Nicolas dans ma tête. Point. Et un jour, j'irai en Syrie du côté de Homs. Comme. Ça, c'est sûr.